Au cœur de l'Afrique, au milieu des savanes sans fin et des forêts densées, se cache une petite colonie cachée des jeux de la civilisation. Cet endroit, où chaque jour commence par les premiers rayons du soleil et où les nuits sont remplies de sons de la faune, a été le foyer de centaines de générations. Ici, loin des villages animés, la vie coule de manière mesurée et harmonieuse. Les traditions transmises de père en fils, et les coutumes incarnées dans les dégences déterminant chaque action, chaque pensée et chaque prière. La colonie est entourée de hautes baobabs, des arbres vénèrent ici comme des êtres vivants, gardiens de leur histoire et de la sagesse ancestrale. À l'ombre de leurs puissantes branches qui se penchent vers le sol, comme des défenseurs, les gens se trouvant en abri contre le soleil chaud et la pêche de l'esprit. Le matin, alors que le soleil commence à peine à se frayer en chemin à travers le feuillage, dans les rues du village, vous pouvez entendre des sons mélodieux provenant des sons des femmes qui chantent par un petit déjeuner pour leur famille. Leur voix se fondant dans le chant des oiseaux, créant un chœur harmonieux qui révèle la vie autour. Le personnage principal de cette histoire est une jeune femme nommée Amara. Sa peau est de couleur chocolat noir, ses yeux sont profonds et camés, et ses cheveux cressés ont de nombreuses tresses brûlant au soleil. Amara est la fille d'un ancien connu dans son peuple comme un dirigeant sage et juste. Elle a grandi parmi les traditions, les imprégnant depuis son enfance, et a toujours rêvé du jour où elle deviendrait mère. Dans sa société, la naissance d'un enfant n'est pas seulement un événement, c'est un sacrement sacré marque le début d'un nouveau cycle de vie. Maintenant, Amara est sur le point de réaliser son rêve le plus cher. Elle atteint son premier an. Son ventre s'arrondit, et chaque jour, elle sent de plus en plus une nouvelle vie bouger à l'intérieur d'elle. Son mari, Kwesi, un homme fort et attentionné, travaillait dans les champs, mais rentre à la maison tous les soirs pour passer du temps avec Amara. Le soir, ils sont souvent assis près du feu de camp devant leur maison, partageant leurs rêves d'avenir et discutant de ce que sera l'enfant. Un soir, alors que le soleil commençait à se coucher, Amara Kwesi assis près du feu, se prélassant dans sa chaleur. Le vent agitait doucement les feuilles sur les arbres, et au loin entendait les bruits de la vie nocturne de la savane. Kwesi posa doucement sa main sur le ventre d'Amara, sentant le bébé à l'intérieur donner des coups de pied. « Tu crois que ce sera un garçon ou un fille ?» 1997 Le Petit Prince de Jean-Claude Berthommieux. Mise en scène Jean-Claude Berthommieux. Théâtre de la Posatière. Amara, le regardant avec tendresse, répondit « Je pense que ce sera une fille. Je le sens de tout mon cœur. Elle sera aussi belle que son père et son père est aussi forte. » Kwesi rit. Rési, si elle est aussi têtue que toi, nous devrons travailler pour la gérer. Tu vas y arriver, répondit Amara avec confiance en lui caressant la main. Tu seras un père merveilleux. Cette soirée était remplie de sentiments chaleureux, et dit, attente de bonheur. Il semblait que rien ne pouvait assombrir leur avenir. Cependant, la vie, si imprévisible et parfois cruelle, préparait d'Amara un test auquel elle ne pouvait pas s'attendre. Dans cette colonie, bien qu'elle ait été coupée du reste du monde, sa vie, riche, bouillonnette. Chaque jour était plein de soucis et de responsabilités. Les hommes travaillaient dans les champs, cultivant du maïs, du sorgho et d'autres cultures nécessaires à leur vie. Les femmes occupaient la maison, préparaient la nourriture, élevaient les enfants et maintenaient le foyer. Cependant, le plus important pour les femmes était la continuation de la race et l'éducation des enfants dans l'esprit des ancêtres et le maintien des traditions. La naissance d'un enfant ici était considérée comme un grand cadeau, une bénédiction des ancêtres et des dieux. Selon les anciennes croyances, l'âme de chaque enfant vient dans ce monde d'une autre dimension, du monde des ancêtres, et les parents doivent rencontrer respectueusement un nouveau membre de la famille et l'entourer de soins et d'amour. Le soir, avant de l'accouchement, Amara sentit que le moment était venu. Sa mère Rainière, une femme sage et expérimentée, a immédiatement commencé à se préparer. Toute la maison était remplie de l'odeur des herbes et des cils utilisés pour faciliter l'accouchement et protéger la mère et les bébés des mauvais esprits. Les voisins et les amis d'Amara sont venus à son secours,
car dans ce village, la naissance d'un enfant était une affaire de communauté. À minute, l'accouchement commence. Sous les prières silencieuses et effamées et le crépitement du feu de camp, Amara s'est battue pour la vie de son enfant. Les crises de douleur ont été remplacées par des murmures silencieux de réconfort, et des hommes se tenaient, dans la rire hier les portes, attendant les nouvelles d'un nouveau membre de la famille. Quelques heures plus tard, alors que la première bande de l'OPVNI dit apparaître à l'horizon, le premier cri du bébé retentant les ars. Amara, épuisée mais heureuse, a pris sa fille dans ses bras, enveloppée dans des tissus mous. Le bébé était minuscule, avec des cheveux noirs bouclés et des yeux énormes, qui regardaient avec intérêt ce nouveau monde pour elle. Si est une fille, dit doucement la mère d'Amara en passant le bébé dans les bras de sa fille. Tu avais raison. Elle est belle, murmura Amara, des larmes de joie coulant sur ses joues. Je vais l'appeler Azia en un honneur de ma grand-mère. Azia. 1997 la femme et la fille de Woman and the Daughter bienvenue dans ce monde, notre petite étoile. Ils ne savaient pas encore que ce moment de bonheur serait si court. Bientôt, la brume viendra et le vie se transformera en une lutte incessante contre le désespoir et la douleur. Le village se révèle avec les premiers rayons du soleil, comme toujours. Les gens se préparaient pour un nouveau jour, et s'occupaient de leurs affaires, mais l'anxiété était dans la lit. Bientôt, la nouvelle se répandait dans le village, la fille nouveau-née d'Amara disparut. Personne ne pouvait comprendre comment cela aurait pu se produire. La jeune fille, à qui on a donné le nom d'Iacé, a disparu, comme si elle s'était dissoute en nuit. Amara, encore faible après l'accouchement, a crié dans le désespoir quand elle a découvert que sa fille avait disparu. Kézi et d'autres hommes ont fouillé tout le district, mais n'ont trouvé aucune trace. Les familles qui s'étaient nées près du feu cette nuit la journée, qu'elles n'avaient vu, et ont vu, et entendu d'étranges. Bientôt, la communauté commence à se préparer au pire. Dans les anciennes croyances de ces personnes, la disparition d'un enfant signifiait sa mort. Cependant, Amara refuse de le croire. Elle a continué à chercher sa fille, espérant un miracle. Dans son corps couvait l'espoir que sa petite fille était vivante. Quelque part, dans l'ombre des baobabs, sous la protection des esprits ancestraux, les jours se transformaient en semaines, les semaines en mois. Les recherches ne donnent aucun résultat. Mais Amara n'a pas abandonné. Elle croyait qu'un jour elle trouverait sa fille, qu'un jour le destin y renierait à nouveau, même si ça prenne toute sa vie. Ainsi, dans cette petite colonie africaine commence une histoire qui affectera non seulement la vie d'une famille, mais aussi le sort de nombreuses personnes autour. Une histoire d'amour, de foi et d'espoir inextinguible, qui guidera Amara à travers les épineux versets d'années. Amara sourit faiblement, épuisée, mais heureuse. Elle étendit les bras et la mère plaqua doucement le bébé sur la poitrine de sa fille. La fille était petite, avec des traits de grands yeux qui ne comprenaient pas encore ce monde. Amara pressa, sentant le bébé se frotter le nez contre sa peau, et des larmes de bonheur coulèrent sur ses joues. « Bonjour ma petite fille », murmura Amara en regardant dans les yeux du nouveau-né. « Je t'attendais depuis si longtemps ?» Kézi, qui entra dans la maison, vit sa femme et sa fille, et se figea, frappé par la santé du moment. Il s'approcha doucement d'eux, toucha la main d'Amara, avec un frémissement dans la voix, dit « Elle est si belle, Amara. Merci pour ce don. » Amara leva les yeux vers son mari et vit en eux l'amour et la joie qui débordaient de son cœur. Elle savait que c'était un moment dont ils se souviendraient tous les deux toute leur vie. Le bébé, qu'ils ont appelé Azia, était l'incarnation de leur amour et de leur espoir pour l'avenir. Cependant, cette nuit-là, quelque chose d'inexplicable est arrivé, quelque chose qui, en un instant, a transformé le bonheur en désespoir. Après l'accouchement, Amara s'assoupit, épuisée par les événements de la journée. Les familles qui l'ont aidée ont commencé à quitter tranquillement la maison, la laissant se reposer. Kézi reste près de regarder leur fille dormir paisiblement sur la poitrine de sa mère. À ce stade, tout semblait parfait.
Le village était plongé dans le sommeil, entouré par les sons de la nature nocturne, et dans la maison d'Amara régnait un calme paisible. Mais quelques heures plus tard, alors que Kvzi sortait momentanément pour apporter de l'eau fraîche, le silence de la maison était perturbé par un bruit étrange. Amara, jusque-là endormie, se réveilla soudainement. Elle a immédiatement senti que quelque chose n'en allait pas. Instinctivement, saisissant sa poitrine, elle réalisa que le bébé n'en était pas là. Azea? Amara, paniquée, encerclait la piste. La fille a disparu. Amara saute du tapis, regardant autour de chaque coin, essayant de trouver sa fille. Son corps battait frénétiquement, ses oreillers tintaient. Elle a appelé Azea encore, et encore, mais en réponse, elle n'a entendu que le bourdonnement des insectes nocturnes, et le cri lointain de l'oiseau de nuit. Kvzi, entend les cris de sa femme, se précipita dans la maison. Il vit Amara se précipiter dans la piscine cherchant désespérément sa fille. Amara, que s'est-il passé? Où est Azea? Il a demandé en essayant de la tenir par les épaules. Elle a disparu. Amara crie, ses yeux étaient pleins d'horreur. Kvzi, elle n'est pas là, elle a été volée. Kvzi a rapidement inspecté la piste, mais il n'y avait aucune trace d'effraction ou de lutte. Il se précipita vers Ezelia, appelant à l'aide de voisins et d'amis. Bientôt, tout le village était sur ses pieds, les gens avec des torches et des outils fouillaient tous les coins, regardant sous chaque buisson et arbre. Le chef du village, après avoir entendu la lame, rassembla. Les gens étaient ordonnés de se séparer en groupes pour les rechercher. Les hommes ont fui la faute, les rives de la rivière et les champs les plus proches. Les femmes sont restées avec Amara, essayant de la calmer, mais elle était en colère. Qui aurait pu faire ça? Amara murmura en regardant sa mère. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ne te blâme pas. Ma fille, répondit la mère en assez rencontrée. Ce n'est pas de ta faute. On a trouvé la promise. Cependant, les recherches se sont poursuivies toute la nuit et le lendemain, mais aucun résultat en a été obtenu. Tout le village était envahi par la peur et les espoirs. Les gens en parlent des mauvais esprits, des malédictions anciennes, des forces qui ne sont pas compréhensibles. Amara n'a pas trouvé sa place. Elle ne pouvait pas croire que sa fille aurait pu disparaître sans laisser de traces. Et l'espoir ne s'éteignait pas dans son cœur, mais chaque heure d'attente et d'incertitude se transformait en tour. Quelques jours se sont écoulés et Lena annonce que les recherches avaient cessé. Il appelle le village à accepter ce qui se passe comme la volonté des esprits, comme une preuve qui leur est tombée dessus. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, a-t-il déclaré en regardant les gens rassemblés. Mais maintenant, vous devez vous humilier et prier pour l'âme de l'enfant. Ces mots ont déchiré le corps d'Amara. Elle ne pouvait pas accepter l'idée que sa fille était morte. Mais dans son corps couvait une étincelle de foi que ce n'était pas la fin. Malgré la douleur, elle savait qu'un jour elle trouverait son Azea. Après la disparition d'Azei, la colonie est tombée dans silence sourd. La panique qui a frappé tout le monde dans les premières heures de la tragédie a cédé la place à un sentiment de perte et de désespoir. Les gens, pris de peur de l'inconnu, retournaient à leurs affaires, mais l'ombre de ce qui se passe restait suspendue au-dessus d'eux, comme un nuage qui ne permet pas au soleil de traverser son épaisseur. La disparition d'une fille nouvelle n'y a secoué la communauté jusqu'à la fondation, car de tels incidents, perturbant à l'ordre naturel des choses, se sont produits ici très rarement. Amara était plongée dans profond chagrin. Une tempête faisait rage dans son cœur, que ni les paroles de consolation, ni les prières, ni les rites pratiques par les anciens ne pouvaient apaiser. Chaque coin de sa maison lui rappelait ce qu'elle avait perdu. Le tapis sur lequel elle était couchée, cette nuit-là, elle sentait encore les yeux, et les arbres brisés utilisés cependant, et l'accouchement lui semblait maintenant froid et dit. Le feu dans le foyer qui réchauffait autrefois, son embrûlait maintenant sans apporter du réconfort. Kvzi, son mari, elle n'était pas moins déprime. Il a essayé de consoler Amara, mais sa propre douleur et sa culpabilité étaient trop fortes. Ses yeux brûlaient et ses épaules tombaient sous le poids de la perte.
Il ne pouvait pas se pardonner qu'au moment où sa femme et sa fille avaient le plus besoin de lui, il était impuissant. Et même s'il savait qu'elle ne pouvait pas prévoir ou empêcher ce qui se passait, cette connaissance ne lui apportait pas de réponse. Chaque jour passe à chercher chaque nouvel échec, sans espoir et s'estampette. La communauté, voyant l'échec des recherchés, et ne trouvant pas d'explication pour cette mystérieuse disparition, a progressivement commencé à accepter la tragédie comme un fait. Les gens chuchotaient sur le fait que la fille avait été enlevée par des mauvais esprits, qu'elle était indigne d'une ancienne malédiction ou d'un rituel. Au fil du temps, de plus en plus de villageois, on commence à croire qu'elle était morte. À leurs yeux, c'était une tragédie, mais la vie continuait et les devaient reprendre leurs activités quotidiennes. Amara ne pouvait pas s'accepter ça sans qu'elle était déchirée entre le désir de lâcher prise et l'espoir que sa fille l'était toujours en vie. Elle n'a pas participé au rituel visant à apaiser l'âme de la défunte, que les anciens ont commencé à mener. Au fond, elle a refusé d'y admettre que sa fille était morte, même lorsque tout le monde l'insiste. Bien que tous les témoignages matériels indiquent qu'Assia n'est plus avec eux, son corps lui dit le contraire. Le temps se passait, et avec lui vint progressivement l'humilité. Amara commence à apprendre à vivre avec la douleur. Son chagrin, d'abord complet et insurmontable, et s'y progressivement transforme. Elle est devenue une partie de sa vie quotidienne, comme une ombre qui suit toujours son propriétaire. Elle réalisa que la douleur de la perte était quelque chose qu'elle devait toujours porter avec elle, mais dans cette douleur, elle trouvait une sorte de réconfort. Après tout, pendant qu'elle ressentait cette douleur, elle ressentait aussi un lien avec sa fille. Les années passeront, mais la blessure infligée par la disparition des ne guérit pas. La colonie est progressivement revenue à la normale. Mais Amara est restée enfermée dans son monde, où elle revenait chaque jour de cette nuit-là, parcourant tous les détails dans sa tête, essayant de trouver des indices manquants ou au moins en soupçon de ce qui s'était passé. Chaque fois que des familles du village venaient à leur maison pour la soutenir, elle voyait dans leurs yeux de la pitié et de la sympathie. Mais au fil du temps, ces visites sont devenues plus rares, car la communauté commence à oublier la tragédie, se déplaquant vers ses préoccupations et ses difficultés. Amara n'a pas oublié. Elle a appris à cacher sa douleur pour ne pas attirer trop d'attention. Elle souriait quand il le fallait, faisait ses devoirs à la maison et dans le village, mais à l'intérieur elle vivait constamment le fantôme de la fille perdue. Chaque matin, au réveil, elle tendait instinctivement la main pour embrasser le bébé, mais se souvenait immédiatement qu'il n'était pas là. Chaque nuit, avant de s'endormir, elle s'adressait aux ancêtres avec la même demande de rendre sa fille. Kwesi, voyant Amara souffrir, a essayé de la soutenir du mieux qu'il pouvait. Il ne pouvait pas non plus oublier ce qui s'était passé, mais contrairement à sa femme, il a trouvé du réconfort dans son travail. Il se plonge dans les soins du terrain, dans le travail pour le bien de la communauté. Mais même dans cela, il voyait un rappel de sa perte chaque nouvelle récolte. Chaque récolte lui rappelait comment leur fille pouvait grandir avec les fruits qu'il cultivait. Parfois, alors qu'il travaillait sur le terrain, il se figeait un instant lorsqu'il voyait une ombre courir au long, ou long qu'il entendait une voix qui ressemblait à un rire d'enfant. Mais ce n'était que des espoirs trompeurs, un jeu de son esprit épuise. Les années passeront et la colonie commence peu à peu à oublier la tragédie. La vie continuait à couler, de nouveaux enfants sont nés, il pleuvait, la récolte était timide. Mais pour Amara, le temps s'est arrêté. Elle a appris à vivre avec la perte, mais ne l'a jamais acceptée. Elle a continué à croire qu'un jour sa fille reviendrait, même si ce serait un miracle. Cette fois, faible et à peine perceptible, couvait encore dans son corps, lui donnant la force de l'aller de l'avant. Elle ne pouvait pas l'expliquer de manière rationnelle, mais savait que sa mère ressentait la même chose quand elle était enfant, elle-même, et que ce lien ne pouvait pas simplement disparaître. Chaque année, Amara est devenue de plus en plus fermée et concentrée sur ses expériences intérieures. Elle évitait de parler de sa fille, sachant qu'elle n'entendrait trop que des mots très confortants qu'elle ne pouvait plus supporter. Son corps semblait fermé,
se protégeant de la douleur supplémentaire. Elle garde tous ses sentiments en elle, les empêchant de sortir. Mais dans le silence de la nuit, alors que le monde entier s'endormait, elle laisse libre course à ses larmes, les laissant couler librement. Si c'est ainsi que les années se sont écoulées, la vie dans la colonie a continué, les saisons changent, les gens sont nés et sont morts. Mais pour Amara, le temps s'est arrêté au moment même où elle a découvert que sa fille avait disparu. Elle a vécu dans ces moments, jour après jour, année après année, espérant un miracle et apprenant progressivement à vivre avec la douleur de la perte. Et l'espoir, bien que faible, était sa seule boussole dans sa laissant sans fin de chagrin et d'incertitude. La tragédie qui a frappé Amara et Kwesi a laissé une marque indélébile dans leur vie. Leur amour est devenu encore plus forte, mais maintenant il a été coloré par l'amertume de la perte, et la perte est la soif inextinguible de réponse. Amara ne parlait plus de son espoir avec sauté, mais continuait à vivre avec elle comme une partie d'elle-même. Même si tout le monde était déjà humilié et oublié, elle est restée fidèle à sa conviction que sa fille était toujours en vie quelque part. Et qu'un jour ils se rencontreraient à nouveau. Le temps a suivi son cours. Les années se sont écoulées depuis la disparition des ailes et la vie dans la colonie est progressivement revenue à son mode de vie habituel. Les gens vivaient nos choses quotidiennes, elles s'occupaient des champs, elles s'occupaient des animaux et les veines des enfants. Cependant, de temps en temps, il y avait des conversations dans la communauté qui semblaient agitées alors depuis longtemps qu'Ami. C'était des rumeurs secrètement transmises d'une personne à l'autre, devenant de plus en plus étranges et effrayantes. Tout a commencé avec un chasseur solitaire qui est venu une fois de la forêt palée et à l'âme. Et l'homme, par nature calme et laconique, a raconté avec un frisson dans la voix qu'il avait vu une petite fille dans un coin recul de la forêt. Elle se tenait au milieu des arbres, pieds nus et vêtue d'une simple robe blanche, ses longs cheveux flottant dans le vent. Le chasseur assurait que la jeune fille était réelle, même si elle n'était visible qu'un instant, avant de disparaître au milieu du feuillage, comme si elle se dissolvait dans l'air. Au début, son histoire a été accueillie avec méfiance, car personne ne vivait dans la forêt depuis longtemps, et l'idée que l'enfant puisse y être seul semblait impossible. Cependant, 10 autres preuves sont rapidement apparues. Tout d'abord, les Barguers, qui ont conduit leurs troupeaux dans les pâturages à la périphérie de la forêt, on commence à parler d'une étrange figure qui clignotait parmi les arbres. Ils ne voyaient la fille que du coin de l'ouïe, mais toujours quand ils essayaient de s'approcher, elle disparaissait. Certains ont dit qu'ils sentaient sa présence même quand ils ne pouvaient pas la voir dans un léger bruissement de feuillage, dans un mouvement inattendu d'ombre, dans une soudaine rafale de vent froid. Les Barguers, des gens superstitieux, croyaient que cela pouvait être l'esprit de la forêt et essayaient d'éviter les endroits où ils la voyaient. Les rumeurs se sont progressivement répandues dans toute la colonie. Les gens ont commencé à parler de la fille comme d'une sorte de phénomène mystique, en la comparant aux esprits des ancêtres, selon la légende, sont parfois montrés vivants pour transmettre un message important ou mettre en garde contre le malheur. Ces conversations en alarment beaucoup de gens, et certains ont commencé à associer son apparition à dit « ancienne jolie m'a dit » et les esprits oublient. Les adultes, rencontrant des enfants qui se sont fuis dans les bois, on commence à les avertir de ne pas aller trop loin, craignant qu'ils puissent en rencontrer cette mystérieuse jeune fille. Au fil du temps, les rumeurs ont pris de l'ampleur et de plus en plus de gens ont assuré avoir vu la fille. Les chasseurs, qui partaient à la recherche du guide, racontaient comment ils le remarquaient de temps en temps entre les arbres. Les travailleurs qui ramassaient des fruits et des herbes à la forêt affirmaient avoir ressenti son regard. Certains ont même juré avoir entendu son rire tranquille, comme une cloche qui sonne, quelque part au fond de la forêt. Mais une fois qu'ils ont commencé à la chercher, elle a disparu, ne laissant derrière elle qu'une légère brise et le sentiment que quelqu'un surveillait de près. Au début, les habitants de la colonie ont traité ces choses avec méfiance et crainte. Beaucoup pensaient que ce n'était qu'un fruit de l'imagination, provoqué par la superstition et la peur de l'inconnu. Cependant,
Lorsque les histoires de la file ont commencé à se répéter avec une fréquence croissante, les gens ont commencé à se demander s'il y avait plus qu'une simple légende. Ils ont commencé à associer ce phénomène à la disparition d'Asaya. Bien que personne n'en ait osé en parler à voix haute. Certains des anciens de la colonie, connaissant les anciennes coutumes et traditions, ont commencé à insinuer avec prudence que l'apparition d'une file pourrait être un signe ou un signe avant-coureur de quelque chose d'important. Ils se souvenaient des histoires anciennes d'enfants disparus qui revenaient sous forme d'esprits pour accomplir une mission. Ces histoires, pleines de mysticisme et de suspense, ont commencé à instiller la peur dans le cœur de personnes qui n'attachaient pas d'importance à de telles choses auparavant. Au fil du temps, malgré le fait que personne ait vu la jeune fille de près pour la connaître, beaucoup ont commencé à croire qu'elle était l'été et l'esprit d'Asaya, qui est venu pour transmettre un message important ou pour compléter quelque chose de laissé inachevé. Cet esprit était un mystère que personne ne pouvait résoudre, mais sa présence était de plus en plus évidente. Les gens essayant d'éviter la forte, surtout au crépuscule, lorsque les ombres allongeaient et que la faute semblait encore plus mystérieuse. Pour Amara, ces rumeurs sont devenues un douloureux rappel de ce qu'elle a perdu. Bien que son cœur ne puisse pas croire que sa fille soit morte, chaque nouvelle histoire d'une fille de la foi elle a fléchi à ce qui est possible. Son Asaya est vraiment morte et est maintenant un esprit. Cependant, dans son âme, il y avait l'espoir que si c'était vraiment sa fille, alors peut-être elle pourrait trouver un moyen de la ramener, ou du moins de découvrir ce qui s'est passé cette nuit malheureuse. Bientôt, les rumeurs ont commencé à déranger tous les habitants de la colonie. Certains dits entre eux ont commencé à accomplir les rites et des rituels pour apaiser les esprits et leur demander de les être tranquilles. Les gens ont fait des sacrifices au bord de la forêt, espérant que cela apaiserait la mystérieuse jeune fille. Pendant ce temps, ceux qui étaient plus rationnels ont commencé à chercher des explications sur ce qui se passait, croyant que cela pourrait être une blague de quelqu'un ou simplement des enfants qui se sont égarés dans les bois. Mais plus le temps passait, plus les choses devenaient confusées. Les gens qui ne croyaient pas en mysticisme commencent à remarquer des choses étranges, des sons anormaux dans la forêt, un mouvement de vent étrange, des odeurs qui n'auraient pas dû l'être. Tout cela ne faisait qu'accroître l'anxiété et la confusion. Les rumeurs ont continué à se multiplier et ont commencé à être prises au sérieux. Les anciens ont décidé qu'il était temps d'organiser un rite spécial pour entrer en contact avec les esprits astraux et découvrir ce qu'ils voulaient dire. Ils ont compris que ce qui se passait ne pouvait plus être ignoré, car cela aurait pu causer encore plus de problèmes à l'ensemble de la colonie. Et le jour est venu où les anciens, rassemblant la communauté, ont mené un rite de purification et d'apaisement des esprits. Ils ont apporté des dons et en prononce des prières dans l'espoir de recevoir un signe ou une réponse des esprits ancestraux. Mais la réponse n'a pas suivi, et la fille a continué à apparaître comme avant. Cela a encore renforcé la conviction des gens que quelque chose d'inhabituel leur était arrivé, que ce n'était pas seulement un hasard ou un jeu d'imagination. Amara, apprenant le rite, elle n'y participa pas, sentant qu'elle devait comprendre ce qui se passait elle-même. Elle ne pouvait pas rester à l'écart et attendre que tout soit fini. Dans son corps mourit la détermination d'aller dans la forêt et de trouver des Ramsès. Elle croyait que si c'était vraiment sa fille, elle devait la voir de ses propres yeux, savoir pourquoi elle était ici, et ce qu'elle voulait dire. Mais sa peur de l'inconnu et la possibilité de perdre à nouveau quelque chose de cher pour elle était trop grande pour décider de cette étape immédiatement. De plus en plus de gens ont évité la forêt, en particulier ces coins plus chauds. Les habitants avaient peur d'y aller même pendant la journée, craignant de rencontrer une mystérieuse jeune fille. Même les chasseurs et les bergers ont commencé à modifier leur itinéraire habituel pour rester à l'écart des endroits où ils l'avaient vu. De temps en temps, quelqu'un ont essayé de parler à voix haute, mais les conversations se terminaient rapidement lorsqu'ils réalisaient que personne ne savait quoi faire ni comment expliquer ce qui se passait. Ces événements étrangers ont perturbé la vie mesurée de la colonie, et les gens ont commencé à soupçonner que quelque chose de plus si pour simple fantôme apparaissant dans la forêt les attendait. Mais quoi exactement?
personne ne savait. Ils ont continué à vivre, espérant que la situation se résoudrait d'une manière ou d'une autre, ou qu'ils pourraient trouver une explication à tout cela. Cependant, les rumeurs sur la fille de la forêt ne se sont pas calmées. Ils vont continuer à agiter à l'esprit et le cœur des gens, les forçant à douter de leurs croyances et à chercher les réponses là où ils n'étaient pas. Et bien que beaucoup craignaient que ces événements ne conduisent à des ennuis, personne ne pouvait dire exactement quoi s'attendre et comment s'y préparer. Le règlement semblait figé, dans l'attente de quelque chose qui pourrait changer leur vie pour toujours. La journée chaude a lentement pris fin lorsqu'Amara, comme d'habitude, s'est rendue à la rivière pour chercher de l'eau. Ses pensées, comme tant d'années auparavant, étaient plongées dans des réflexions habituelles sur les soucis quotidiens, mais au fond, une douleur couvée qui ne la quittait jamais. Elle marchait sur un sentier étroit menant au travers un buisson d'un saut de branches d'arbres répandues au-dessus de sa tête, créant une ombre fraîche. Il neigeait grise et vacillait, les feuillages et le dos des plantes à fleurs flottaient en l'air. Devant, on entendait un douget d'eau, étouffé par le bruissement de l'herbe. La rivière restait pour Amara un endroit où elle pouvait, au moins, se distraire momentanément de sa douleur. Elle venait ici presque toujours, profitant de la pêche et de la tranquillité que lui donnait ce coin de nature. Ce soir-là, le silence était particulièrement épais, comme si la nature elle-même s'était figée dans l'attente de quelque chose d'insaisissable. Les oiseaux qui gazouillaient généralement dans les dangers d'arracher des arbres gris sont calmés et même les insectes semblaient moins actifs. Amara tint l'eau et s'est accroupie, plongeant le pichet dans de l'eau fraîche clé. Ses mouvements étaient mesurés et calmés, comme s'ils étaient effectués automatiquement. Alors que la couche se remplissait, Amara la souleva et se retourna, prête à rentrer chez elle. Mais soudain, son regard capta le mouvement de l'autre côté de la rivière. C'était un phénomène éphémère, presque fantomatique, qui la fait gueuler sur place. Son corps arrête le coup, puis elle commence à battre plus vite. Pendant un moment, elle a cru voir quelque chose d'irréel. Mais ensuite son regard se concentre sur la figure de bord parmi les arbres. C'était une fille. Petite, avec de longs cheveux noirs qui tombaient librement sur ses épaules. Elle portait une simple robe blanche, un peu tachée et parfois déchirée, comme si elle errait longtemps dans les bois. La jeune fille se tenait immobile, regardant Amara, et il y avait quelque chose de familier dans son regard, quelque chose qui faisait froid dans le dos d'Amara. Au début, elle pensait que c'était une illusion, un jeu de lumière et d'ombre déclenché par ses propres pensées et expériences. Mais la jeune fille a continué à se tenir debout, sans disparaître, et Amara réalise qu'elle n'était pas son fantôme. Amara se figea sur place, incapable de bouger. Elle regarda la jeune fille, et son corps se serra de douleur, d'espoir et de peur en même temps. Son esprit essayait de trouver une explication à ce qui se passait, mais rien ne venait à l'esprit. Elle ne pouvait pas détourner les yeux de l'enfant, et enfant est un sentiment étrange commençait à naître dans son cœur. Ce n'était pas seulement l'anxiété ou la peur, c'était quelque chose de plus insaisissable, mais en même temps incroyablement familier. Cette fille. Elle ressemblait trop à celle qu'on m'aura perdue il y a des années. Chaque trait de son visage, chaque geste, tout ressemblait à Azaya. La jeune fille regardait Amara avec une expression dans laquelle on pouvait lire quelque chose entre la curiosité et la peur obscure. Elle semblait savoir qui était devant d'elle, mais hésitait même temps à s'approcher. Amara, sentant la tension croissante, fit un pas en avant, mais s'arrêta immédiatement pour ne pas effrayer l'enfant. Son corps battait si fort qu'il semblait que le monde entier entendait ce battement. Mentalement, elle essaie de se souvenir de toutes les années où Azaya a disparu. Peut-être s'y ferment-elle. Sa fille aurait été le plus à vivre miraculeusement et revenir ici en ce moment même. Cependant, avant qu'Amara ne puisse dire ou faire autre chose, la jeune fille se détourna soudainement et retourna dans les bois. Son mouvement était rapide et gracieux, comme celui d'un animal sauvage habitué à vivre dans la forêt. Amara sentit quelque chose se briser à l'intérieur. Elle voulait désespérément crier, arrêter la fille, mais les mots étaient coincés dans sa gorge. Tout ce qu'elle a pu faire, c'est que je courais après elle, espérant rattraper son retard et découvrir la vérité.
Elle courut, ne remarquant pas comment les branches pointueuses gardaient sa peau, comment les pierres et les racines des arbres frappaient douloureusement les pieds nus. Sa respiration était intermittente, mais elle ne s'arrêtait pas. Devant, une figure blanche se glissait entre les arbres. La fille était rapide comme le vent et connaissait ses endroits mieux que quiconque. Amara, dans une tentative désespérée de suivre, la suivait, espérant pouvoir la rattraper avant qu'elle ne disparaisse complètement. Mais la forêt, avec son feuillage dense et sentiers sinueux, semblait résister à ses tentatives. À chaque pas, Amara sentait les forces et la quitta, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. La file était toujours quelque part devant, mais la distance entre eux augmentait. La forêt devenait de plus en plus dense et la lumière qui traversait les cimes des arbres les assombrit. Amara s'est rendu compte qu'il allait bientôt faire nuit, et si elle ne rattrapait pas la file maintenant, elle pourrait la perdre toujours. Enfin, épuisée, Amara s'arrêta dans une petite clairière. Elle respirait forte, ses jambes tremblaient et tout le corps était couvert de sueur. La jeune fille disparut de vue, ne laissant derrière elle que le bruissement des feuillets et le col lointain de ses pas. Amara se tenait debout, écoutant le silence, espérant qu'elle entendrait au moins son son qui lui indiquerait la direction. Mais la forêt était retombée dans le silence, comme si rien ne se passait. Amara se sentait dévastée et perdue. Son espoir qui avait à peine le temps de s'enflammer, elle s'éteint aussi vite qu'il y est apparu. Elle baissa les bras et commença lentement à retourner à la rivière. Chacun de ses pas était lourd, comme si une force invisible la tirait en arrière. Elle ne pouvait pas croire qu'elle venait de voir une fille si semblable à sa fille, et maintenant elle l'a perdue à nouveau. Quand Amara retourna à la rivière, la lumière du soir commençait à s'éteindre et de longues ombres se couchaient sur le sol. Elle se tenait sur le rivage, regardant le calme qui coulait sereinement comme toujours. Ses pensées étaient dans la confusion. Elle a essayé de comprendre ce qui venait de se passer, mais l'esprit a refusé de le percevoir comme une réalité. A-t-elle vraiment vu sa fille? Ou était-ce un jeu d'imagination provoquant sa douleur inextinguible? La nuit, Amara ne pouvait pas dormir. Allongée dans sa route, elle défilait encore et encore dans sa tête l'image de la jeune fille qu'elle avait vue faux au bord de la rivière. Son corps était déchiré entre espoir et peur, confiance et doute. Elle savait qu'elle devait trouver cette fille, savoir qui elle était et pourquoi elle ressemblait à Asaya. Mais en même temps, elle était effrayée par l'idée qu'elle pourrait faire face à quelque chose qu'elle ne pouvait pas comprendre. Le lendemain, alors que le soleil du matin commençait à illuminer le village, Amara se dirigea de nouveau vers la rivière. Mais la fille n'était pas là. Elle se tenait de nouveau sur le rivage, espérant un miracle, mais tout autour était calme et paisible. Cela faisait quelques jours et chaque matin, Amara retournait à la rivière et dans les ponts et peur de la revoir. Elle errait le long des côtes, entrait dans la forêt, cherchait des traces, mais ne trouvait rien. La fille a disparu comme elle est apparue, laissant Amara encore plus confuse. Amara savait qu'elle ne pouvait pas tout laisser tel quel. Son corps lui disait qu'elle était sur la bonne voie, mais son esprit ne pouvait toujours pas croire ce qui se passait. Elle a commencé à réfléchir, à décider quoi faire ensuite. Peut-être vaut-il la peine de parler de sa vision, ou de la partager avec un villageois. Mais en même temps, elle craignait d'être considérée comme folle, car personne n'avait vu cette fille aussi près qu'elle. Dans son âme, le sentiment grandissait que ce n'était pas seulement une rencontre fortuite. Elle a commencé à réaliser ce qui est peut-être un signe que sa fille est en vie, et que le destin lui donne une chance de la trouver. Amara ne pouvait pas se retirer comme ça. Elle sentait qu'elle devait continuer à chercher, elle devait découvrir la vérité, aussi amère soit-elle. Amara continua chaque jour à retourner à la rivière espérant une nouvelle rencontre. Son âme était pleine de doutes, mais elle ne pouvait pas reculer. Devant elle attendait la vérité qu'elle devait connaître. Et bien que le chemin soit difficile et imprévisible, Amara était prête à aller jusqu'au bout pour trouver des réponses à ces questions. Depuis cette rencontre, une nouvelle détermination a éclaté au bord de la rivière au cœur d'Amara. Chaque jour, elle revenait toujours à l'endroit où elle avait vu la fille pour la première fois,
essayant de trouver ses traces, mais la forêt était silencieuse, à chances secrètes, dans les forêts épermis, les puissants arbres. Dans son âme nichait le sentiment que cette rencontre n'était pas un hasard, et que le destin lui avait donné une chance de résoudre l'ennemi qui la tourmentait toutes ces années. Amara commence sa propre enquête sans espérer l'idée des d'autres. La colonie a longtemps été résignée à la disparition de sa fille, et personne, sauf elle-même, ne croyait que la fille pouvait être vivante. Ces villageois préféraient ne pas discuter de vieilles histoires craignant de réveiller les beurs et les superstitions pastichons anciennes. Mais Amara ne pouvait pas se calmer. Elle savait que si quelqu'un pouvait trouver des réponses, ce serait elle. Tout d'abord, Amara décide de se tourner vers les gens qui ont vu la fille dans les bois. Elle savait que les rumeurs se répandaient dans la colonie, mais personne ne connaissait les détails exacts. Rassemblée dans chez Prit, elle a commencé à interroger ceux qui prétendaient avoir vu l'enfant dans les coins reculés de la forte. Les barragères, les chasseurs, les femmes qui ramassaient des herbes, et des baïsillons ont tout raconté des histoires similaires. La fille est apparue et a disparu si rapidement que personne ne pouvait vraiment la voir. Mais une chose était évidente et elle est toujours restée dans le même quartier, comme si quelque chose la retenait. Chaque nouvelle preuve ajoutait un fragment à l'image globale, mais aucune n'était claire. Amara commence à se demander si cette fille n'était pas simplement un mirage, le fruit de son imagination malade, mais une voix intérieure a continué à la pousser vers l'avant. Elle sentait qu'elle ne pouvait pas s'arrêter avant d'y avoir découvert hérité. Quelques semaines se sont écoulées avant qu'Amara tombait sur un homme qui en savait plus que les autres. C'était une ville ronde d'une colonie voisine, qui était autrefois un voyageur, et qui traversait souvent les bois où la fille était vue. Ses yeux étaient pleins de sagesse et d'ombre saignée, et dans la voix qu'on entendait le murmure silencieux du passe. Il a raconté à Amara qu'il y a de nombreuses années, quand il était plus jeune, il avait vu dans les deux colonies éloignées un enfant qui ressemblait étrangement à celui que tout le monde croyait disparu. Mais alors, il n'a pas donné importance à cela, croyant que c'était juste une coïncidence. Il se souvient que c'était une petite colonie perdue dans les forêts du Nord-Ouest, que les étrangers y arrivaient vraiment, et que la vie y coulait selon ses propres lois. Amara réalise que cela pourrait être importante. Elle a décidé de se rendre dans cette colonie, malgré son élogement, et les anges qui pourraient les guetter seraient commis. Son seul but était de trouver des réponses à des questions qui la dérangeaient. Elle ramassait des provisions et se préparait pour le long voyage, sachant qu'elle ne pourrait pas revenir. Mais elle n'était pas effrayée par les difficultés, car pour l'amour de sa fille, elle était prête à tout. Le chemin à travers la forêt était difficile et dangereux. La route traversait des forêts denses où les arbres montaient vers le ciel, comme si s'essayant de cacher aux yeux des autres tout ce qui s'affiche passaient sous leur vent. Les nuits étaient particulièrement effrayantes et la forêt s'animait, et Amara entendait l'esprit ancien chuchoter dans l'obscurité, comme le bruissement et le craquement des branches faisaient battre son corps plus vite. Mais elle avançait, entraînée par le seul désir de trouver sa fille. Quand elle a finalement atteint le bon endroit, elle a été accueillie par une petite colonie perdue parmi les arbres. C'était un endroit calme et paisible où le temps et paisible était arrêté. Les gens là-bas étaient hostils et méfiants, mais Amara, utilisant toute sa force et son ingéniosité, a pu établir un contact avec les habitants. Elle a commencé à poser des questions sur la fille qui aurait pu être sa fille. Progressivement, à travers des allusions et des histoires prudentes, elle a appris que la petite fille qui était fille était apparue il y a quelques années dans des circonstances étranges et vivait dans cette colonie. Selon les anciens, la jeune fille a été amenée au village une nuit lorsqu'elle était encore très jeune. Elle a été trouvée par un chasseur qui apporte le bébé dans ses bras, affirmant qu'il l'avait trouvée seule dans la forêt, laissée pour morte. Elle a été acceptée dans la communauté et depuis, elle a grandi ici comme si elle était unie d'entre elles. Mais les anciens ont toujours su qu'elle n'était pas leur sang. Et bien qu'ils aient de l'élever comme la leur, la petite fille garda en elle quelque chose d'étranger,
quelque chose qui l'empêchait de fusionner complètement avec les autres. Alors qu'Amara écoutait ces histoires, elle était convaincue que cette fille était sa fille. La description de son apparence, son âge, ses bizarreries dans le comportement, tout cela coïncidait avec les nids d'Azaya, qu'Amara gardait dans son cœur. Mais le plus frappant était que, malgré les années passées dans cette colonie étrangère, la jeune fille avait de vagues souvenirs de son passé. Elle parlait souvent de sa mère, bien que personne ne sache d'où elle pouvait avoir de tels souvenirs si elle était retrouvée très petite. La jeune fille parlait d'une femme mince doucesse et de bons yeux, de la voix qui lui chantait des berceuses, de l'odeur des fleurs qui l'entouraient dans son enfance. Ces souvenirs fragmentaires ont également bouleversé ses habitants, qui, bien que réticents, ont reconnu que la fille n'était pas de leur espèce. Amara réalisa que la vérité qu'elle cherchait depuis si longtemps se révélait devant elle. Elle s'est rendue compte que sa fille avait dit effectivement, était élevée, mais pas des personnes en colère, mais pas des circonstances qui se sont révélées plus fortes que les. La forêt, cette immense et mystérieuse forêt, était en même une épreuve que personne ne pouvait prévoir. Et bien que sa fille ait vécu toute cette armée des étrangers, elle a conservé des souvenirs de sa mère qui ne pouvaient pas disparaître, peu importe comment elle a été élevée dans une nouvelle maison. Amara a commencé à ramasser des morceaux de cette histoire, rassemblant tout ce qu'elle pouvait trouver. Elle a appris que le chasseur qui a trouvé sa fille était un homme au destin difficile. Il a perdu sa femme et son enfant l'animé Moassé a disparu, et c'est peut-être pourquoi, après avoir trouvé une fille solitaire en bois, il a décidé de la garder. Il voulait combler le vide dans son cœur, et y mettre sincèrement un enfant, y voyant le salut de ses malheurs. Cet homme est mort il y a quelques années, et maintenant personne ne pouvait dire exactement ce qui s'est passé la nuit où il a amené la petite fille dans la colonie. Amara éprouvait des sentiments mitigés, la joie d'avoir trouvé sa fille et la douleur de avoir été séparée pendant tant d'années. Elle savait que maintenant qu'elle avait la vérité, elle devait récupérer sa fille. Mais ce n'était pas aussi simple qu'il semblait. La jeune fille, qui a grandi parmi des étrangers, était attachée à sa nouvelle maison. Elle s'est habituée à vivre ici. Malgré les vagues souvenirs de sa mère, elle n'était pas partir si facilement. Amara a réalisé qu'elle ne pouvait pas venir chercher sa fille. Elle avait besoin de trouver un moyen de récupérer son cœur, de rétablir le lien qui avait été rompu dans son enfance. Elle a commencé à passer plus de temps avec la fille, lui racontant des histoires de passé, comment ils vivaient ensemble, sa vraie famille et à quel point elle s'ennuyait. Peu à peu, la jeune fille a commencé à se souvenir, son passé brumeux a commencé à s'éclaircir, et elle a commencé à réaliser qui elle était vraiment. Ce processus a été lent et douloureux. Amara sentait sa fille devenir de plus en plus consciente de son appartenance à un autre monde chaque jour, mais en même temps, elle voyait à quel point il était difficile pour elle de se séparer de ceux qui l'avaient élevée. Au fond, la jeune fille sentait qu'il appartenait à Amara, mais les années passées dans la zone de quelqu'un d'autre ont détressé leurs tresses. Amara n'a pas pressé les éléments, se rendant compte qu'il faut donner du temps pour que la fille puisse faire un choix aimé. Pendant ce temps, les conversations ont commencé dans la colonie. Les gens ont remarqué qu'Amara commence à passer beaucoup de temps avec la jeune fille et a commencé à deviner ses intentions. Les anciens l'ont encouragé à faire preuve de patience et de prudence, craignant que des actions brusques ne nuisent à l'enfant. Ils ont compris que le retour à la maison est un long processus qui nécessite non seulement du temps, mais aussi de la force mentale. Amara continue à suivre son chemin, sachant que le processus pourrait prendre des années. Elle sentait que seul l'amour et la patience pouvaient ramener sa fille à la maison. Chaque jour, la jeune fille s'attachait de plus en plus à Amara, ses souvenirs devenaient plus clairs et le lien avec le passé était plus fort. Amara savait qu'il y avait encore beaucoup d'épreuves à venir, mais elle était prête à les traverser pour être à nouveau avec sa fille, la ramener dans le monde qu'elle avait perdu il y a des années. Après des mois de recherche et de travail acharné, Amara finalement trouve sa fille. Elle a trouvé Séa dans une petite colonie où la jeune fille a été élevée comme sa mère,
et bien que son cœur battait de joie. Amara rapidement réalise que les épreuves qui l'attendaient étaient loin d'être terminées. En regardant dans les yeux de la jeune fille qui était autrefois son bébé, Amara vit en eux seulement des aperçus de souvenirs de famille, mais aussi liés avec une nouvelle vie, une nouvelle famille, et cette compréhension a frappé sur un poids difficile à supporter. Assez agrandie parmi des étrangers qui se soucient d'elle, elle a sans rien savoir de son passé. Ces personnes sont devenues sa nouvelle famille et la colonie était devenue sa nouvelle maison. La jeune fille ne se souvenait pas des événements de sa première vie, et bien que la rencontre avec Amara éveille dans sa mémoire des images et des sensations sombres depuis longtemps, elle était restée associée à la vie qu'elle a vécue pendant de nombreuses années. Dans son cœur grandissait la confusion, les sentiments mitigés la joie de rencontrer la vraie mère et la peur de se séparer de ceux qui lui ont donné abri et des sens. Amara savait qu'elle devait faire des choix difficiles. Elle aurait pu insister sur son droit en tant que mère et mère Esaïa avec elle, la ramenant dans sa colonie natale, mais elle savait que cela pourrait détruire à jamais la vie de la jeune fille. Elle ne pouvait pas simplement négliger ceux qui avaient élève sa fille pendant tant d'années. Elle ne pouvait pas ignorer les attachements qui sont développés chez Esaïa au cours des années passées dans la nouvelle famille. Ces réflexions tourmenteront Amara, déchirant son cœur. Sa vie était consacrée à la recherche de sa fille, et maintenant qu'elle l'a finalement trouvée, elle était confrontée à un dilemme qui lui semblait insoluble. D'une part, elle rêvait de ramener Esaïa chez elle, dans sa colonie natale, où elle attendait des parents et des amis, où elle pourrait redevenir une partie de sa vieille famille. D'autre part, elle a vu la fille heureuse dans la nouvelle maison, parmi les personnes qui se soucient vraiment d'elle et les Amara ne pouvait pas prendre une décision à la hâte. Elle savait que tous ces choix auraient des conséquences et qu'il n'y avait pas de bonne réponse à ce choix. Chaque jour, elle était tourmentée par l'idée que si elle prenait Esaïa, cela pourrait causer de la douleur et de la confusion à la jeune fille, ruiner sa vie stable qu'elle connaissait depuis son enfance. En même temps, la laisser ici, c'est s'admettre sa défaite. Donner sa fille à d'autres personnes et se priver de la possibilité de la voir grandir et devenir adulte. Chaque soir, assise près du feu de camp dans sa cabane temporaire, Amara plongeait dans la réflexion. Ses pensées revenaient à cette fille qu'elle avait perdue il y a de nombreuses années, au jour où elle rêvait d'un avenir pour sa fille. Elle se souvenait d'y avoir fait des plans, d'y avoir imaginé ce qui ferait ensemble, de vivre, de partager leurs joies et leurs peines. Mais maintenant, elle réalise que tout cela était devenu un rêve inaccessible, et que la réalité à laquelle elle était confrontée était beaucoup plus difficile. Peu à peu, Amara commence à réaliser que le véritable amour de sa fille ne consiste pas seulement à être proche d'elle, mais aussi à respecter ses choix, ses sentiments et sa vie. Elle a vu assez attachée aux personnes qui l'ont élevée, et elle a compris que cette affection n'était pas seulement le résultat du temps passé ensemble, mais un sentiment profond baisse sur un élément. Amara a vu la fille rire, jouer avec les autres enfants de la colonie, regarder ses parents adoptifs avec chaleur et gratitude. Ce sont des mots qui ont osé avec trouve sa place ici, qu'elle était heureuse dans ce monde. En même temps, Amara ne pouvait pas nier que son propre cœur était rempli de douleur et d'angoisse. Son rêve de retrouver sa fille s'était si proche et en même temps, elles étaient chap. Amara comprit qu'elle pourrait devoir accepter qu'elle ne puisse jamais récupérer complètement sa fille. Mais cette idée était insupportable. Elle ne pouvait pas simplement partir, laissant Esaïa, sachant qu'elle ne la reverrait plus jamais, qu'elle ne pourrait jamais lui dire les mots qu'elle avait accumulés dans son âme pendant toutes ces années. Mais qu'est-ce qui était juste? Prendre Esaïa et à soumettre à un nouveau choc? La forçant à quitter ceux qui lui sont chers? Ou la laisser ici, sachant qu'elle sera heureuse même si Amara ne peut pas faire partie de sa vie? Cette question n'a pas donné de réponse à Amara. Elle savait que sa décision affecterait toute la vie de la fille et que quoi qu'elle choisisse, cette décision aurait des conséquences. Les semaines passeront, et Amara était de plus en plus encline à laisser Esaïa dans sa nouvelle maison. Mais chaque fois qu'elle se préparait à faire ce mouvement, quelque chose en elle s'opposait.
Elle ne pouvait pas abandonner son rêve, son droit d'y trémir pour cette fille. Son corps se déchirait, déchire entre le devoir et l'amour, entre le désir et la compréhension que ce serait mieux pour une fille. Et l'un des moments les plus difficiles pour Amara était de réaliser que peut-être sa fille, et n'a plus besoin d'elle comme elle était autrefois. Asia a grandi, sa vie est devenue une partie d'un autre monde, et dans ce monde, il n'y a peut-être pas de place pour Amara. C'était une compréhension douloureuse, mais Amara savait que l'amour de sa mère ne devait pas être égoïste. Elle devait placer les intérêts de sa fille au-dessus d'elle, aussi difficile que cela puisse être. À un moment donné, Amara réalise qu'elle avait besoin de parler aux gens qui ont élevé Asaya. Elle savait qu'ils aimaient sa fille et qu'ils auraient peut-être eu mal à l'idée de voir se séparer d'elle. Mais Amara savait aussi que cette conversation était inévitable si elle voulait prendre une décision éclairée. Elle a décidé de discuter avec eux de tout ce qui était à mieux dans son cœur, de partager ses sentiments et d'écouter leur opinion. Quand Amara s'est finalement réunie avec l'esprit et est venue à la famille d'accueil d'Asia, elle ne s'attendait pas à ce que cette conversation soit facile. Mais à sa grande surprise, les personnes qui ont élevé sa fille en ont traité avec compréhension et respect. Ils ont compris qu'Amara avait droit à sa fille, mais en même temps c'était un plein d'inquiétude pour la fille, ne voulant pas qu'elle souffre à cause du changement radical. À la suite de leurs discussions, Amara s'est rendu compte que l'amour qu'ils éprouvaient pour Asaya n'était pas inférieur à la sienne, ce qui encore renforce ses doutes. Après beaucoup de réflexions et de discussions difficiles, Amara finalement conclut qu'elle devait faire confiance au corps de la fille. Elle savait que sa fille devait faire des choix de même, qu'elle n'avait pas le droit de décider pour elle que serait son avenir. Amara savait que ce choix serait difficile et douloureux, mais elle savait aussi que était le seul moyen de donner à Asaya le droit à son destin, un droit qui lui avait été refusé il y a de nombreuses années. Amara suggère à sa fille de choisir et même où elle veut rester. Et même si son cœur était déchiré par la douleur, elle savait que c'était la seule bonne étape. Elle savait que, quel que soit le choix d'Asaya, elle devrait le respecter et l'accepter. Ce choix n'était pas seulement un test pour Asaya, mais pour Amara elle-même, un test de son amour et de sa volonté de laisser aller ce qu'elle cherchait depuis si longtemps. L'attente de la décision de la fille était atroce. Amara ne savait pas quelle serait sa réponse, mais elle était prête à prendre n'importe quelle décision. Elle a compris que le véritable amour était de laisser son enfant faire rouer, même si cela signifiait se séparer. Amara savait que sa fille choisirait le chemin qui la rapprocherait, et ce chemin serait la solution ultime à leur histoire, qui a commencé il y a de nombreuses années avec une mystérieuse disparition. Maintenant, Amara ne pouvait qu'attendre et croyant que quel que soit le choix de sa fille, ce serait le bon choix. Elle savait que son destin et celui d'Asaya était entrelacé, mais ce tissage ne devrait pas devenir chance. Et bien que de nouvelles épreuves les attendant, Amara était prête à les rencontrer avec un cœur ouvert, plein d'amour et de compréhension. Quelques semaines se sont écoulées depuis qu'Amara propose à sa fille de décider elle-même où elle voulait rester. Cette période a été un test non seulement pour Amara, mais pour tous ceux qui ont été impliqués dans cette situation difficile. L'attente, remplie d'anxiété et d'espoir, semblait durer indéfiniment, mais finalement vint le jour où la fille fit son choix. Asaya, bien qu'étant encore une enfant, était consciente de l'importance de cette décision. Son petit cœur était déchiré entre l'amour pour ceux qui l'ont élevé depuis son plus tendre âge et le nouveau lien avec la femme qu'elle a commencé à reconnaître sa propre mère. Son âme était tourmentée par des sentiments mitigés et savait que chaque pas qu'elle ferait aurait des conséquences, à la fois pour elle-même et pour ceux qu'elle aimait. Amara, bien qu'elle se prépare à toutes les décisions de sa fille, ne pouvait toujours pas se débarrasser de l'excitation. Chaque jour passé à méditer et appris a été rempli de contradictions internes, mais chaque matin, elle apprenait à accepter les conséquences. Elle savait que son amour pour sa fille devait être désintéressé, et que le véritable souci de l'enfant était de lui permettre de choisir son propre destin. Et si finalement, le jour où Asaya s'est approché d'Amara pour partager sa décision. Elle a choisi non pas entre deux familles,
mais entre deux mondes qui pourraient faire partie de sa vie. Dans son chouek, la fille arrêtait une sagesse qui semblait trop de son âge. Elle voulait garder le contact avec les deux maisons, les deux mondes qui se sont avérées importantes pour elle. Asia propose une solution simple mais ingénieuse. Elle a décidé de passer du temps avec la famille Lacua, d'Acuali Amara, attendant les périodes de vie dans chacune des colonies. Ce choix ça montre que la fille ne veut pas perdre l'un de ceux qui lui sont chers. Elle voulait garder les deux familles, et cette décision est un tournant inattendu pour tout le monde. Pour Amara, ce choix s'apparentait à un miracle. Elle a compris que sa fille ne voulait pas faire un choix radical car qu'il l'arracherait à quelque chose d'important. Cela signifiait qu'Asia voulait la voir, sa vieille mère, et les personnes qui s'occupaient d'elle pendant toutes ces années. Bien que ce résultat ne soit pas ce qu'Amara espérait au début, il est devenu une nouvelle source de force et d'espoir pour elle. Bientôt, Amara commence à communiquer étroitement avec la famille d'Acuay d'Axi. Au début, c'était difficile, car les deux parties portaient des défiances et des craintes profondes. Les parents adoptifs craignaient de perdre la fille qu'ils considéraient comme la leur, et Amara craignait que sa fille ne la revienne jamais complètement. Cependant, les intérêts communs et l'amour pour Asie sont devenus le lien qui a progressivement commencé à rapprocher les deux familles. Au début, Amara et les parents adoptifs d'Asia communiquaient avec prudence, essayant de ne pas traverser les frontières et de l'autre pour éviter les conflits. Mais peu à peu, une certaine forme de confiance a commencé à s'établir entre eux. Les deux parties ont commencé à réaliser que leur objectif commun est le bien-être de la fille, et que des efforts conjoints pouvaient et la rester en contact avec les deux mondes. Le plan de partage de temps entre les deux familles a été mis en œuvre avec succès. La jeune fille passait une partie de son temps avec Amara, plongeant dans la culture de sa colonie natale, apprenant ses racines et ses traditions. Elle a commencé à apprendre les métiers que sa mère espérait lui apprendre un jour, et à rencontrer des parents qui la considéraient depuis longtemps comme perdue. Ces périodes étaient remplies de nouvelles découvertes pour la fille, et chaque moment passé avec Amara renforçait la rien. Cependant, Asia est également retournée dans sa famille d'accueil, où elle a continué à vivre la vie à laquelle elle était habituée. Elle est passée du temps avec des gens qui sont devenus sa famille, appréciant leurs soins et leur chaleur. Ces moments ont permis à la jeune fille de conserver le sentiment de stabilité et de sécurité qu'elle connaissait depuis son enfance. Peu à peu, les deux familles ont commencé à chercher des moyens de maintenir la communication entre elles. Amara commence à inviter les parents adoptifs d'Asia dans leur colonie, en les familiarisant avec coutumes et les traditions locales. À leur tour, les parents adoptifs ont commencé à accueillir Amara et s'y proches chez eux, partageant leur culture et leur mode de vie. Ces visites ont contribué à briser les murs de méfiance qui existaient entre eux. Au fil du temps, cette communication s'est transformée en une relation plus profonde. Les deux colonies ont commencé à échanger des expériences et des traditions culturelles, et bien que les soient restés différentes, la compréhension et le respect se sont développés. Amara a commencé à voir dans les parents adoptifs de sa fille non pas des rivaux, mais des alliés, ce qui lui a permis de se réconcilier avec le fait qu'elle ne pouvait pas être la seule mère pour Asia. Pour la famille d'accueil, la fille est restée une fille bien aimée, mais ils ont commencé à reconnaître l'importance de son lien avec Amara. Asia a grandi, entourée par les soins des deux familles, et sa vie est devenue une vie riche en expériences. Elle a appris à comprendre et apprécier les deux cultures dans lesquelles elle vivait, ce qui la rendait forte, et elle vivait, ce qui la rendait forte et indépendante. Elle a commencé à prendre une part active à la vie des deux colonies, devenant liée à notre LS. Pour Amara, c'était une élection difficile mais importante. Elle s'est rendue compte que l'amour maternel ne consiste pas toujours à posséder, mais à laisser agir quand c'est nécessaire pour le bien de l'enfant. Elle a appris à apprécier la joie que sa fille éprouve dans sa nouvelle famille et à trouver le bonheur dans les moments qu'ils passent ensemble. Après tout, ce voyage difficile a conduit à la paix et à la compréhension. Amara et la famille adoptive d'Asia sont parvenus à une compréhension mutuelle basée sur un amour commun pour la fille.
Ils en trouvent un moyen non seulement d'exister ensemble, mais aussi de se soutenir mutuellement en surmontant les difficultés rencontrées sur leur chemin. Et l'histoire d'Amara et de sa fille est devenue un exemple pour d'autres colonies, comment surmonter les différences et construire des ponts entre les différents mondes. Les deux colonies ont commencé à coopérer activement, à échanger des expériences et des connaissances, et la fille, que tout le monde pensait autrefois perdue, est devenue un symbole d'union et de force. Les années ont passé et Amara, regardant en arrière, avoue que son chemin difficile n'était pas vain. Elle a acquis non seulement sa fille, mais aussi une nouvelle compréhension de ce que signifiait être une mère. Sa vie était pleine de sens et l'histoire, qui a commencé par la douleur et la perte, est terminée par une réconciliation et un nouveau départ, où deux familles sont devenues des alliés limes, et les deux mondes des Andes sont devenus plus proches les uns des autres.